Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de géographie à distance. La dernière fois, nous avions vu quels étaient les types de mobilité en France et aujourd'hui, on va parler un petit peu des réseaux qui accueillent ces mobilités, puisque pour pouvoir se déplacer, il faut avoir des réseaux de transport. Alors d'abord, il faut qu'on fasse un petit 3 sur la caractérisation de ces mobilités pour dire rapidement que ces mobilités sont assez inégalitaires. Alors pour ça, on a un exemple évident cette année dans l'actualité avec les gilets jaunes. Donc je vais vous demander de lire le texte qui s'affiche là, de prendre 5 minutes pour ça, et puis de voir dans ce texte quels sont les éléments qui favorisent l'inégalité dans les transports, l'inégalité des mobilités. Alors lisez ce texte et relevez rapidement les éléments importants, et puis on fera la correction ensemble. Prenez 5 minutes pour ça. On peut donc noter que même si les mobilités se généralisent dans la population française, des inégalités subsistent. En effet, vous l'avez vu dans le document, le coût des transports reste souvent un obstacle au déplacement. Mais il y a d'autres facteurs, l'âge ou des facteurs socio-économiques, la situation familiale par exemple, le fait d'avoir une voiture ou non, etc. Du coup, on a certaines catégories de la population qui sont très mobiles. Les jeunes, notamment, même aussi les urbains qui habitent en ville, on verra pourquoi plus tard, les cadres qui ont les sous pour pouvoir se déplacer. Alors que d'autres personnes, les personnes âgées par exemple, ou les plus pauvres, les personnes en situation de handicap sont éloignées de la mobilité et ça peut entraver leur intégration à la société. Donc soit du fait de handicap physique, soit du fait d'un moins grand accès au transport parce qu'ils sont plus pauvres. On note ainsi que la mobilité physique et la mobilité sociale sont corrélées. C'est-à-dire que plus vous êtes mobile physiquement, plus vous pouvez prendre les transports, plus vous pouvez vous enrichir, avoir accès à de meilleurs travails, etc. Alors, comment ça se met en place en termes de réseau? Mettons un grand 2, des réseaux qui structurent le territoire, avec un petit 1, des réseaux intégrés dans la mondialisation. On va d'abord voir ce qui se passe à l'échelle mondiale et européenne. Je vous ai mis ici le terminal 2 de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, qui est l'aéroport le plus important en France. Alors on note pour commencer que le territoire français dispose de nombreux réseaux de transport complémentaires et interconnectés, c'est-à-dire connectés entre eux. On note en définition que le réseau de transport, c'est un ensemble d'axes de transport connectés entre eux par des nœuds qu'on appelle hubs, plus ou moins importants et complexes. C'est là que les flux circulent. Alors pour étudier ça d'un peu plus près, vous allez regarder les deux cartes que je vais vous montrer en vous demandant quels moyens de transport connectent la France au réseau de la mondialisation, où sont-ils situés et que transportent-ils, c'est-à-dire de la marchandise ou des passagers. Prenez 5 minutes pour faire ça à l'aide de ces deux cartes qui vont défiler. Alors on le voit bien sur cette première carte, les portes d'entrée du territoire français sont les ports situés sur 3 façades maritimes. Marseille en Méditerranée, Le Havre sur la Manche, Nantes-Saint-Nazaire sur l'Atlantique. Ces ports, on y amène des biens, des marchandises par bateau. Ils sont connectés à leur hinterland, c'est-à-dire leur arrière-pays, là où on va vendre ces choses, par de grands canaux et de grands fleuves qui vont continuer à transporter ces marchandises sur des bateaux. Attention, ces ports sont importants pour la France, mais pas pour l'Europe. Le grand port européen, c'est notamment Rotterdam. Vous l'avez d'ailleurs sur la carte. En outre-mer, ces ports ils sont très importants puisque c'est comme ça qu'on se connecte au monde. C'est là qu'on fait venir des marchandises. C'est grâce à ces ports puisque c'est la seule connexion possible avec l'avion. Et du coup, parlons des avions. Vous aviez cette carte qui vous montre les grands aéroports. Et vous avez vu que ces aéroports, les plus importants étant Roissy-Charles de Gaulle et Orly à Paris, Lyon-Saint-Exupéry à Lyon, Nice, Toulouse aussi. Ces aéroports, eux, ils assurent l'essentiel du trafic de passagers vers l'espace européen ou mondial. Ce sont des hubs, c'est-à-dire des endroits où vont se connecter plusieurs lignes de transport, qu'ils soient de l'aviation, mais aussi des trains, des routes, etc. Donc
vous retenez bien que pour les passagers, ce sont plutôt les aéroports, et pour les biens, ce sont surtout les ports et les bateaux. Alors on a d'autres transports qui permettent de se connecter à l'échelle souvent plus réduite, à l'échelle européenne notamment. Ça, ce sont les lignes de fer à grande vitesse que vous aviez sur cette carte. Donc, ils connectent la France au territoire européen, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Allemagne. Et puis, on a des projets en cours d'autres lignes de chemin de fer à grande vitesse vers l'Italie et vers l'Espagne. Vers l'Espagne, elle est déjà faite jusqu'à Madrid. On note en plus que les réseaux numériques de communication sont essentiels. Vous ne les voyez pas sur cette carte, mais ce sont eux qui permettent la circulation rapide de données entre les territoires à toutes les échelles. Et ces réseaux, ils sont réels. Les réseaux de communication, par exemple d'Internet, ils passent par des câbles qui passent en général, par exemple, sous les océans. On n'est pas relié par satellite, pas encore. On est surtout relié par des grands câbles sous-marins aux autres continents. Maintenant, on passe à un petit 2, la concurrence pour l'accès au réseau. Et on va se demander toujours sur cette carte comment sont organisés ces réseaux. Est-ce que vous voyez une structure, une logique à l'organisation des lignes de réseau et des hubs, des nœuds de ces réseaux? Je vous laisse quelques minutes pour y réfléchir. Alors c'était évident sur cette carte, normalement vous l'avez vu, les réseaux aériens et de lignes grande vitesse de train sont polarisés par Paris, c'est-à-dire qu'ils vont s'organiser en étoiles. Ça dessine une étoile autour de Paris et un petit peu autour des autres grandes villes comme Lyon, mais surtout autour de Paris, puisque depuis Paris, on est en ligne à grande vitesse, à Lille en 1 heure, à Marseille en 3 heures, à Lyon en 2 heures, etc. Et en avion, toutes ces grandes villes sont à moins de 1 heure et demie. Je vous ai mis un petit schéma, vous pouvez le reproduire, c'est ça le réseau en étoile, tout est organisé autour d'une seule ville, d'un seul hub, Paris. Alors ça, qu'est-ce que ça permet? Ça permet tout de suite de réduire ce qu'on appelle la distance temps, c'est-à-dire le temps qu'on va mettre à franchir une distance. Et cette réduction de la distance temps, elle se fait au profit des métropoles, au profit des grandes villes. On le voit sur notre petit schéma qu'on avait fait du réseau en étoile, on a Paris qui est relié directement aux grandes villes. Et donc ça rend possible de vivre à des centaines de kilomètres de son travail. Vous avez même des gens qui habitent à Lyon le week-end et qui travaillent à Paris pendant la semaine. Alors maintenant, regardons une autre carte. Cette fois, on ne parle plus des aéroports et des lignes à grande vitesse, mais on parle des autoroutes et des voies rapides. Là, comment est-ce que ce réseau est organisé? Prenez encore quelques minutes pour étudier ça. Alors là, on voit que le réseau routier et le réseau ferroviaire classique, c'est-à-dire qui n'est pas à grande vitesse, il est peu polarisé, plutôt équilibré. C'est un réseau qu'on appelle maillé, comme une maille de tissu. Ça veut dire qu'on va avoir des liaisons qu'on appelle transversales, qui ne passent pas par Paris. Par exemple, une liaison entre Bordeaux et par Lyon, en passant par le Massif central. 87% des mobilités en métropole utilisent ce réseau autoroutier national. Alors ce réseau il est très critiqué pour plusieurs raisons. Je vais vous laisser y réfléchir un petit peu, vous allez prendre un quart d'heure pour répondre à cette question. Quels sont les espaces les mieux desservis par les réseaux de transport? Quels sont les espaces les moins bien desservis? Alors essayez de les expliquer, ces inégalités, en faisant une réponse sous forme de tableau. À gauche les espaces bien desservis et à droite les espaces mal connectés. Vous avez 2 cartes pour étudier ça. Une qui vous montre les zones couvertes par la 4G en France. Donc en rouge vous avez les zones couvertes, en blanc les zones non couvertes en France. Et une carte qui vous montre l'organisation des transports, et notamment vous pouvez voir un dégradé de rouge qui montre plus on est vers le rouge, plus les réseaux sont denses, et plus on est vers le blanc, moins les réseaux sont denses. Alors, corrigeons notre tableau. Du côté des espaces bien desservis, vous avez vu que le nord et l'est sont très bien intégrés au reste de l'Europe. C'est là que les réseaux sont les plus denses. L'axe Paris-Lille, la vallée de la Seine, la vallée du Rhône, où on habite, et la vallée du Rhin sont très bien desservis de façon multimodale, que ce soit par les aéroports, par la route, par les lignes grande vitesse, etc. Ce sont des espaces qui sont riches et peuplés, avec des flux élevés, et où on a de grandes métropoles.
A l'inverse, les espaces mal connectés sont plutôt le centre, le sud et l'ouest, qui sont mal desservis, à part la ligne qui va de Paris à Bordeaux. On a aussi là des zones de montagne, des espaces ruraux, des territoires d'outre-mer qui sont accessibles seulement par avion, et ça on appelle ça des territoires enclavés, c'est-à-dire des territoires qui sont difficilement accessibles et qui sont en plus là mal connectés au réseau mobile que vous aviez dans la première carte. Donc non seulement on s'y déplace difficilement, mais en plus on y a difficilement accès à certains services. Ce sont des espaces qui sont peu peuplés, avec moins de grandes métropoles. Notez au passage que là, on a une boucle de rétroaction positive, c'est-à-dire ce qu'on appelle un cercle vicieux. Moins ces espaces sont peuplés, moins on y met de réseaux, moins on y met de réseaux, moins les gens ont envie d'y aller y habiter. Alors ça, c'est ce qui se passe pour l'échelle de la France. Mais qu'est-ce qui se passe à l'échelle locale, à l'échelle d'une ville par exemple? Prenons l'exemple de Lyon. Vous avez là une carte de Lyon qui vous montre le réseau de transport et aussi les dynamiques spatiales avec l'étalement urbain et les mobilités. Alors essayez de montrer que certaines parties de l'aire urbaine de Lyon sont mieux desservies que d'autres. Utilisez cette carte et utilisez aussi le document que je vous mets là, que vous allez essayer de localiser sur la carte et qui vous montre une vue dessinée de la gare de Jean Massé comme exemple de pôle multimodal. Alors vous avez observé normalement que le centre-ville de Lyon abrite plusieurs plateformes multimodales. Là, vous avez l'exemple de Jean Massé, mais vous avez vu précédemment la Pardieu. Et là, ça interconnecte la route, le TER, le bus, le métro, le tramway. Donc les mobilités, ils sont très faciles. Cet espace, il est très bien connecté au reste de l'aire urbaine de Lyon, mais aussi de la France et du monde, puisque le tram emmène jusqu'à la gare de TGV et jusqu'à l'aéroport. Cette desserte, elle s'affaiblit à mesure qu'on s'éloigne du centre-ville. Les espaces de la couronne périurbaine bénéficient d'une moindre densité et diversité de modes de transport, comme l'indique le figuré de surface orange clair sur la carte. Alors ça concerne surtout les espaces les plus éloignés des grandes autoroutes, mais parfois aussi les zones qui y sont proches. Vous pouvez être à côté de l'autoroute et pourtant y avoir un accès très difficile, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Alors l'effet tunnel, je vous ai mis une petite image qui lui donne l'exemple, avec la ligne grande vitesse entre Valence et Avignon, et vous avez la ville d'Orange qui est placée entre les deux, à proximité de la ligne grande vitesse. On pourrait se dire très bien, elle est sur un réseau, mais non, parce qu'elle n'y est pas connectée. C'est ça l'effet tunnel, c'est-à-dire que vous êtes à côté d'une grande ligne de communication, mais vous n'y avez pas accès. Quand vous habitez à Orange, pour prendre le TGV, il faut aller soit à Valence, soit à Avignon. Et donc, cette ville, elle est déclassée, elle est déconnectée de cette ligne. Ça peut arriver aussi sur une autoroute, quand vous avez une ville qui ne dispose pas d'une sortie d'autoroute qui permette d'accéder à l'autoroute. Du coup, il faut aller à la ville suivante pour prendre la sortie et retourner ensuite par le réseau normal routier à cette ville. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Donc là encore, on a des effets qui font des boucles de rétroactivité, des cercles vicieux ou des cercles vertueux. Plus on est connecté, plus on est attractif, et plus on est attractif, plus on est connecté. Moins on est connecté, moins on est attractif, et moins on est attractif, et moins on est connecté. Notons une dernière chose pour aujourd'hui. Dans les critiques qu'on fait au réseau, il n'y a pas seulement la manière dont s'organise ce réseau, il y a aussi le type de transport qu'on y prend. Et on note, ce qui est important en bleu, au sein du pays, l'essentiel des transports, il se fait par la route. C'est 88% des flux de passagers, 86% du fret, c'est-à-dire des transports de marchandises. Ça veut dire que le coût environnemental, il est très élevé avec la pollution de l'air, mais aussi la dégradation des habitats naturels quand on construit une route et la dégradation des paysages. Une des solutions, ça serait de favoriser des modes de transport moins polluants comme le train, mais cette transition, elle est très difficile à faire, et notamment parce que il y a beaucoup d'emplois qui dépendent par exemple du fret routier, beaucoup de chauffeurs, et si on passe au fret ferroviaire par le train, un certain nombre de ces chauffeurs n'auront plus d'emploi, et ces emplois ne seront pas forcément
facilement transposables sur le fret ferroviaire. En tout cas, ça, ce sont des décisions qui sont des décisions politiques, et depuis plusieurs décennies, le grand axe politique, ça a été de mettre en avant la voiture, à part parfois ces dernières décennies dans le centre-ville. Mais du coup, les réseaux qu'on a en France s'en ressentent, et les modes de transport qu'on a en France s'en ressentent, avec une voiture omniprésente qui pose de vrais problèmes environnementaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve à la prochaine séance. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.